RCF. Entreprendre en Bretagne, présenté par François Rago. C'est son amour du bois et de l'architecture qui a amené Vincent Bechtel à créer sa société Sinal-Lagma, qui est aujourd'hui la seule entreprise française à proposer aux particuliers comme aux collectivités locales des structures ombrières dites réciproques en châtaignier à toiture végétalisée. Le but, c'est apporter des îlots de fraîcheur avec des moyens entièrement naturels. Bonjour Vincent Bechtel. Bonjour François Rago. Et soyez le bienvenu sur les ondes de RCF pour notre émission Entreprendre en Bretagne. Merci. Et si vous le voulez bien, on va remonter le temps d'une dizaine d'années. On est en 2013 et vous découvrez les travaux d'Olga Popović-Larsen. Racontez-nous un peu. Effectivement. Alors, moi, je suis ingénieur de formation et vous savez, comme les ingénieurs sont souvent très curieux, ils essayent de sortir de leur zone de confort. Moi, ma zone de confort de laquelle je suis sorti, c'était la thermique industrielle et je suis passionné du bois depuis que je suis tout petit. Et vos parents étaient dans le bois? Pas nécessairement, mais mon papa était assez bricoleur, donc il m'a donné cet amour du bois et j'ai collectionné pendant des années des ouvrages de charpente. Ça peut paraître curieux, mais j'ai collectionné des ouvrages de charpente de plus en plus complexes parce que j'étais comme mon petit fiston là qui a 2 ans actuellement devant un livre à regarder les images, à les trouver simplement splendides, mais à ne pas nécessairement comprendre comment c'était fait. Et je trouvais ces ouvrages magnifiques. J'ai apporté le Mazerolle qui est un des plus grands traités de charpente. Qui est le traité théorique et pratique de charpente. Absolument, qui est un peu la Bible des charpentiers. Et puis de fil en aiguille, j'ai souhaité découvrir 2 aspects de charpente et je suis tombé presque par hasard, on appelle ça la sérendipité, c'est ça, sur une thèse de doctorat qui est devenue un ouvrage d'une chercheuse qui est architecte et une chercheuse de l'Académie royale du Danemark qui s'appelle Olga Popović-Larsen et qui donc a fait sa thèse de doctorat sur les charpentes réciproques. Et alors là, c'était une découverte complète. Et pourquoi ça vous a fasciné ? Alors déjà, ça m'a fasciné par la confidentialité de ce type de charpente. Quand on pense aux charpentes, on pense au travail des compagnons du devoir, on pense aux cathédrales, à l'architecture vernaculaire, mais on n'imagine pas nécessairement qu'il y a encore des pans de charpente, entre guillemets, qui n'existent pas ou qui ont été peu explorés. Là, en l'occurrence, c'était une thèse de doctorat qui date d'il y a 20 ans presque, et qui faisait une sorte de tour du monde des structures qu'on appelle réciproques, que je pourrais détailler. Alors dites-nous ce que c'est qu'une structure, rapidement, pour pas rentrer trop dans la technique, mais c'est quoi une structure réciproque ? Alors une structure réciproque, la définition que j'en ai compris en tout cas et que je partage aujourd'hui, c'est un maillage de barres, en l'occurrence en bois chez nous, qui se supportent mutuellement. C'est-à-dire que chaque barre tient sur la suivante autant qu'elle soutient la précédente, dans ce qu'on va appeler un principe de réciprocité mécanique. Et moi je trouve ça hyper intéressant parce que déjà on a un côté très poétique à ces structures. Quand peut-être que le lien sera en description, comme on dit, de cette thèse de doctorat. Vous avez des ouvrages absolument somptueux avec des maillages de barres de bois. Vous vous posez la question de comment ça tient. Et puis en creusant cette thèse de doctorat, j'ai découvert que finalement ces charpentes réciproques remontaient à bien plus loin. On retrouve des écrits dans le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci, à la page 899 au verso. Vous la connaissez exactement, par cœur. moi je la connais par cœur. C'est une page qui date de 1504. Et puis vous avez un architecte médiéval, qui est un architecte français, Villard de Honnecourt, en 1200, qui a dessiné sa première charpente ou son premier solivage de bâtiment en structure réciproque. Malheureusement, on n'a pas d'historique aujourd'hui ou de preuve que ces concepts aient été ou non fabriqués. On a dans cette thèse de doctorat, moins d'une vingtaine de bâtiments dans le monde qui auraient été construits en charpente réciproque. Donc c'est confidentiel. C'est hyper confidentiel. Alors on peut être passionné par un sujet, par le bois, par son odeur, par sa forme, par sa texture, sans pour autant en faire un motif de création d'entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez créé Sinal-Lagma ? Je pense que, alors j'ai une opportunité professionnelle, pour le dire pudiquement, de quitter mon ancien travail, et on se pose à ce moment-là beaucoup de questions sur sa vie. On a passé la quarantaine, des questions existentielles de ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, et puis la parentalité qui arrive bientôt. On se dit, finalement, ce petit bout d'être, est-ce qu'il sera fier de son papa quand il sera plus grand ? Et donc donner du sens. On est inscrit avec mon épouse depuis longtemps dans un mouvement de frugalité, d'écologie.
À titre personnel, on peut faire sa part, mais ça a une portée assez limitée. Et j'ai trouvé que créer son entreprise qui pouvait avoir un impact beaucoup plus important faisait du sens et créait en moi beaucoup de joie. Et j'ai donc décidé de créer Sinalagma pour à la fois promouvoir des savoir-faire ancestraux, à la fois faire tourner mon esprit d'ingénieur qui a vraiment besoin, et puis être utile au monde et rendre un peu de beauté mettre un peu de beauté dans les villes. Donc on est en 2022 quand vous l'avez créé, c'est ça. Il vous a fallu mobiliser quelques énergies, un peu d'argent aussi, probablement. Oui, exactement. Allons-y, comment vous avez fait? J'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu. On va dire que j'ai pas compté mes heures vraiment. J'ai une opportunité d'embaucher dès le début un alternant qui est toujours avec moi, qui est ingénieur, Jacques, et qui m'aide à la conception des structures. On a dû tout d'abord comprendre comment ces charpentes réciproques fonctionnaient, puisqu'on est sur un domaine, comme vous le disiez, très confidentiel. Il y a quelques thèses de doctorat ci et là dans 3-4 universités dans le monde qui traitent de temps en temps de ce projet-là. Et donc, nous, il a fallu nous approprier ces concepts-là, qui sont des concepts géométriques pas si simples que ça, et développer finalement notre propre logiciel. C'est ce qu'on a décidé de faire parce qu'il n'existait pas du tout de logiciel sur le marché ou de solution. Nous, on a passé 1 an et demi, 2 ans dans notre grotte, comme j'aime à le dire. Avec le Jacques, avec Jacques dont vous avez parlé. Absolument, avec Jacques. Exactement. Donc on a fait ça, et puis pendant ce temps, on a eu beaucoup d'opportunités d'exposer. On nous a invités parce que ce qu'on a commencé à faire, les premiers prototypes, finalement sortaient vraiment des canons de construction traditionnels. Et on a eu beaucoup de chance, je pense. Beaucoup de chance. Beaucoup de gens qui nous ont mis dans leur chemin, et sous leur aile, pardon. Et donc, qui nous ont permis d'exposer dans des endroits somptueux et d'avoir nos premiers clients. Dans les endroits somptueux, c'est? Alors, cette année, par exemple, on a été invité à plusieurs reprises au Grand Palais, au Carrousel du Louvre, au Pharo. De beaux endroits. De beaux endroits, c'est ça. Une petite dernière question pour cette première partie. Là, vous vous définissez, je crois, j'ai vu ça quelque part, je sais plus où, comme une entreprise à mission. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour vous? Une entreprise à mission, c'est un statut d'entreprise qui existe depuis peu de temps. Nous, notre mission, elle est un peu longue, mais elle fait beaucoup de sens. C'est d'embellir en végétalisant le monde par la poésie des structures réciproques biomimétiques. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais dans une mission d'entreprise, on parle pas souvent de poésie, on parle pas souvent de beauté. C'est clair. Non, c'est ça. Mais pour autant, le manifeste qu'on a rédigé à la création de l'entreprise, c'est un document qu'on fait lire à toute nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise ou partenaire important, structurant de l'entreprise, qui nous permettent d'être absolument certains qu'on soit alignés dans les valeurs et dans la mission qu'on porte. On va peut-être revenir un petit peu sur cette notion de biomimétisme, mais néanmoins, le décor est planté. Merci Vincent Bechtel. Nous allons poursuivre après une courte pause et puis nous allons parler biomimétisme, mais aussi de vous et de vos équipes. Vous êtes bien sur les ondes de RCF Bretagne et nous découvrons ensemble Vincent Bechtel, entrepreneur breton, créateur de la société Sinalagma, qui est spécialiste des ombrières à structure bois, dites réciproques, et on évoquait tout de suite le biomimétisme. Qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? L'idée du biomimétisme, c'est de trouver dans la recherche et développement de 3,8 milliards d'années que connaît la nature, des solutions, des stratagèmes pour répondre à des problématiques contemporaines. Ça peut être des problématiques liées au transport, liées à l'écoulement des fluides, liées à la gestion de l'information, liées à tout un tas de choses. Et on trouve des exemples, pour l'instant, qui sont très connus, comme le velcro, par exemple, qui est une inspiration du vivant, comme l'équivalent du TGV japonais qui est inspiré du bec du martin pêcheur pour ces questions de fluidité. On a énormément d'exemples dans l'industrie d'inspiration du vivant. Et il s'avère que moi j'ai fait un mémoire d'état de l'art pour l'école polytechnique à l'époque où j'en étais encore étudiant sur le biomimétisme et l'architecture. Je trouvais intéressant
de faire le parallèle entre justement ce qui pouvait être inspiré des modèles du vivant et le monde qui nous entoure, à savoir un monde très architectural. C'est comme Gaudi qui a fait des hélices, qui est parti de l'idée de fleurs et de feuilles qui tombent pour faire des escaliers hélicoïdaux, par exemple. Alors, il y a de ça. Il y a de ça, effectivement. Et donc, en creusant le sujet, moi, j'aime bien l'approche académique. C'est toujours on sort un peu de la presse people et là, on rentre dans le dur. On a de la documentation, justement, et beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la biomimétisme ou bio-inspiration. Et en gros, on va avoir trois niveaux de bio-inspiration. Le premier, c'est ce que vous évoquiez, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme de forme, c'est-à-dire qu'on va mimer ou prendre une forme de la nature et essayer de la mettre soit à la même échelle, soit à une autre échelle et répondre à des problématiques contemporaines. Donc c'est par exemple le Shinkansen du TGV, l'équivalent du TGV japonais. Évoqué, ouais. Exactement. Vous avez après ce qu'on appelle le biomimétisme de processus, c'est-à-dire on va essayer de construire comme la nature. Donc comme un termite qui construit sa termitière, qui va construire son bâtiment, et on pourrait imaginer ça à l'imprimante 3D par exemple. Et vous avez un dernier niveau qui est celui le plus intéressant pour moi, c'est ce qu'on appelle le niveau écosystémique, à savoir que dans la nature, ça tombe un peu sous le sens, mais la nature ne crée pas de déchets. La notion de déchets, ça n'existe pas dans la nature. Il y a que l'homme qui un jour a décidé de creuser des trous partout, et les oublier. Des trucs étant des polluants, étant plein de choses. Ouais. Voilà. Mais en soi, dans la nature, un déchet, c'est une ressource pour un autre être vivant. Toujours. Il y a que l'homme qui un jour a cassé cette chaîne. Et donc quand j'ai créé Sinalagma, étant emprunt de cette démarche biomimétique, je me suis dit mais finalement qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, à mes enfants, aux enfants de mes enfants si un jour ils ont des enfants. Et donc je voulais absolument pas, par exemple, que les objets qu'on crée soient considérés comme des déchets en fin de vie. C'est pas simple. Le bois retourne à la nature. Mais le bois retourne à la nature. Et le bois, c'est un matière naturelle, sauf que la plupart du temps, le bois est maltraité. Le bois est plein de chimie pour le faire tenir longtemps, parce que finalement, du bois dans la construction, c'est souvent du bois qui vient pas d'ici. On va dire que c'est du bois qui vient de loin. Que vous, c'est du Nous, c'est du châtaignier qui vient de Bretagne et de Normandie. Et on a pris le châtaignier parce que c'est ce qui nous survivra à notre échelle de temps sans chimie aucune. Ça veut dire que ce bois-là, il revient à la terre. C'est pas un polluant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'utilisez pas de clous, pas de colle, pas de vis, pas de vis. Non, on est sur du bois brut et on travaille sur l'empreinte carbone à tel point qu'on va travailler maintenant comme ce qui a été un peu redécouvert entre guillemets sur la reconstruction de Notre-Dame. On travaille le bois vert. Considérons que dans la construction, aujourd'hui, le bois qu'on achète, quand vous allez acheter du bois à titre personnel ou même les entreprises achètent le bois, il est sec. Le bois est sec, mais il n'est pas séché à l'ancienne, entre guillemets, dans les scieries, en attendant 2 ans, 3 ans, qui sèche. Aujourd'hui, quand vous achetez du bois sec, il est séché dans des étuves qui nécessitent énormément d'énergie, que ce soit de l'énergie électrique, du fuel de temps en temps, ou des fois même on brûle du bois pour chauffer. Vous vous rendez compte, pour sécher du bois. Et moi je me suis dit, mais quand même, mes ombrières, c'est comme mon linge en été. Je le fais sécher au séchoir. Enfin, sur le fil à l'extérieur. Et donc les ombrières, elles n'ont pas besoin d'être réalisées en bois sec, puisque de toute façon, elles seront installées en extérieur et puis ça se exposées à l'air, au soleil. Ça prendra le temps que ça prendra. Et donc elles ont un bilan carbone qui est hyper compétitif. Et alors vous avez une équipe de collaborateurs qui partagent ces mêmes valeurs, qui partagent ces mêmes envies, ces mêmes idées. Alors ça c'est vraiment le cœur de tout. C'est-à-dire que on peut avoir des gens très compétents, si on n'a pas un alignement des valeurs à la base, ça fonctionne pas. Donc j'ai une équipe très hétéroclite de gens qui sont motivés par le projet et qui l'incarnent sincèrement. Et en quoi est-ce qu'elle est hétéroclite? Elle est hétéroclite parce que j'ai eu des gens en reconversion, parce que j'ai des MacGyver dans l'équipe. Là, plus récemment, j'ai embauché une architecte, ce qui est complètement improbable, mais une architecte en reconversion, oui, qui est très douée en dessin, par exemple, et qui nous fait des aquarelles. Donc, on essaye de réhabiliter le travail artistique. On fait nos dessins à la main.
Évidemment, on a des outils informatiques, mais les dessins artistiques, ce sont des dessins qui sont faits à la main. On n'utilise pas d'intelligence artificielle. C'est pas qu'on est contre, hein, c'est juste que, en fait, on n'a pas envie de perdre ses savoir-faire et on est un peu des derniers bastions. Les savoir-faire ancestraux dont vous parliez tout à l'heure. Hein, d'accord. Et qui font un peu notre âme. D'une certaine manière. C'est votre âme aussi. Bah, la nôtre en tout cas. Oui, c'est la vôtre. Oui, ok. Qui est-ce qui fait appel à vous? C'est des collectivités locales, je disais tout à l'heure, mais pas que, si. Alors, au début, quand on a commencé, l'idée c'était quand même d'avoir un peu de chiffre d'affaires. Les collectivités locales, c'est plutôt long et on a besoin d'avoir leur confiance. Donc, au tout début, nos clients étaient des entreprises du paysage, on appelle ça les paysagistes. Donc, vous pouvez en tant que particulier ou une entreprise, faire appel à un paysagiste pour faire un aménagement de votre terrain, un nivellement de votre terrain, à l'arborer, etc. Et puis dans le projet, il peut y avoir un besoin de créer un espace, un cocon végétal, un lieu de rencontre. Donc c'est comme ça qu'on a eu nos premières commandes par des paysagistes et pas du tout en Bretagne. Qui partagent vos propres idées. Absolument. Oui. Alors dans les premières commandes, on était essentiellement sur l'aspect géométrique et l'histoire de Léonard de Vinci, ce qui n'était pas du tout ce que moi je mettais en avant. Vous voyez, moi j'étais plutôt sur des valeurs écologiques et ce qui a en premier lieu fonctionné, c'était plutôt l'aspect géométrique et l'histoire de ces structures. Donc on continuait là-dessus. Et on imaginait donc à l'époque en 22-23 que le marché des collectivités, qui est vraiment allait être le grand marché, qu'on allait quelque part être à l'équilibre à un moment donné entre privé et public en 2027. Finalement, en 2025, on fait 2/3 déjà de marché public pour les villes. D'accord. Et avec un chiffre d'affaires satisfaisant par rapport aux objectifs initiaux? Alors c'est jamais satisfaisant pour un chef d'entreprise, mais par contre, on a presque fait x10 entre l'année dernière et cette année. Oui, donc d'accord. C'est plutôt excellent. Donc une belle progression. Une belle progression, une belle dynamique, et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a un retour très positif de nos clients, des élus locaux. Et les élus locaux, on a parlé de biomimétisme avant, mais sont dans un mimétisme aussi. Ils ont besoin d'être rassurés par leurs homologues, et donc ils s'appellent. Là, on découvre des réseaux de communication. Le bouche-oreille fonctionne très bien. Mais ça fonctionne beaucoup mieux que tout le reste en réalité. Oui. Parfait. Bah écoutez, on en reste là pour le moment. On va revenir après sur tout ça. On reprend notre échange après cette courte pause, et notamment à propos de ces valeurs qui vous animent ou qui caractérisent Sinal-Lagma. Pour notre émission Entreprendre en Bretagne sur les ondes de RCF, nous continuons de découvrir Vincent Bechtel et Sinal-Lagma, son entreprise qui a pour ambition, il nous l'a dit tout à l'heure, à travers ses ombrières à structure réciproque végétalisée, ni plus ni moins que d'embellir la vie ou d'embellir le monde. Rien que ça. On parle d'un beau monde et d'un bel endroit. Est-ce qu'on peut parler de Paimpont puisque vous êtes basé à Paimpont? Absolument. En plein cœur de la forêt de Brocéliande, donc dans la nature. On est dans la nature, notre atelier est sous une chênaie en l'occurrence. Pas une châtaigneraie, mais une chênaie, oui. Donc c'est un lieu plutôt bucolique qui est loin du monde des startups, des startups de Rennes ou des grandes villes. On se met au vert et on a besoin de ça. Je pense que ça nous fait tous beaucoup de bien. Et on peut être ouvert et être connu partout finalement. Et on est connu, oui. Comme vous nous le disiez tout à l'heure. On est connu par les frontières. On commence à vendre en dehors de France, en effet. Pas besoin de Facebook, pas besoin de tout ça pour vous faire connaître. Le bouche à oreille, vous nous disiez, fonctionne. Le bouche à oreille fonctionne. On a un peu de Facebook quand même, mais on s'en occupe malheureusement pas bien encore. Alors on sent bien à travers tous vos propos depuis une vingtaine de minutes là que tout votre investissement professionnel participe d'une vision globale de l'écologie. Comment est-ce que cette vision se traduit également dans votre vie courante, dans votre vie sociale, dans votre vie familiale? Alors je pense que c'est là où de temps en temps, je pense qu'il y a un peu de hasard, ou pas tant que ça. Hein, en retraçant le fil, on se pose la question s'il y a beaucoup de hasard là-dedans. Le thème de la réciprocité, je pense que c'est vraiment un thème qui est fondamental dans tout ce parcours. C'est le sens du nom de votre société. Exact, oui, c'est ça, exactement. Sinal-Lagma vient d'un contrat synalagmatique, qui est donc un néologisme entre le terme français et le terme en espéranto.
Donc on a essayé Espéranto, c'est en rare, espéranto. ça, ouais. Ouais, exactement. Donc c'est un néologisme. Et on essaye de promouvoir cette réciprocité un peu partout. À la fois évidemment dans les affaires, dans la façon dont on règle nos affaires internes, mais les affaires publiques également, et dans la vie d'une certaine manière. Ce qu'on promeut, ça a été encore le cas, par exemple cette semaine sur Paris, on a eu la joie de partager une remise de prix de trophée de l'innovation dans le cadre du 3CABTP, qui est un organisme en charge des CFA. Les CFA qui sont assez malmenés et qui ont souvent mauvaise presse, alors que c'est l'emploi de demain, en l'occurrence sur la rénovation des bâtiments, etc. Et donc j'ai une de mes collaboratrices qui pour la première fois est montée sur l'estrade remettre ces trophées qu'on a fabriqués. C'est la première fois qu'on a fabriqué des charpentes aussi petites, puisqu'il s'agissait de trophées qu'on a fait en charpente réciproque, évidemment. Oui. Et on est dans ce partage. On a parlé de la transmission, de partage des valeurs. Ce sont les conférences qu'on donne. Moi, je prends beaucoup de plaisir à partager. Par exemple, j'étais invité chez les compagnons du devoir qui m'ont aussi formé à Muisan, près de Reims, chez des menuisiers pour le coup, pas des charpentiers, pour étudier justement et partager ces systèmes de charpente réciproque. J'ai pris beaucoup de plaisir à développer tout l'aspect théorique que j'ai pas l'habitude de développer et de partager avec le grand public, et on a passé vraiment un beau moment. Et ça nous a valu d'ailleurs une récompense qui nous honore fortement, qui est la récompense du Geste d'Or. Geste d'Or, c'est un grand mouvement qui a été créé par un pasteur, Pascal Payen-Penzeller, qui est un des anciens conservateurs de Notre-Dame de Paris, et qui nous a fait l'honneur de nous remettre justement ce Geste d'Or dans le cadre de nos recherches. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez sur le revers de votre veste un superbe insigne du Geste d'Or. Absolument. Avec le G du Geste d'Or et une petite barre jaune qui symbolise Jérusalem. Et qui partage ce Geste d'Or? Enfin, en France, il y a combien de personnes qu'on ce signe sur le revers de leur habillement? Aucune idée. Ne le savez pas? Oui. Non, aucune idée. Mais ça reste quand même privilégié. C'est Une peut-être. reconnaissance forte. Peut-être. En tout cas, je le prends comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai noté dans vos propos tout à l'heure, mais aussi sur votre site internet, des valeurs, on l'a entendu, de respect, de la nature, de l'homme, du travail du bois, de celui des savoirs ancestraux. D'où est-ce que ça vous vient tout ça? Qui est-ce qui vous a enseigné tout ça? J'en sais rien. C'est vrai? Non, c'est une bonne question. Peut-être que c'est un mélange de... Alors, je pense que c'est empreint de rencontres. C'est à la fois empreint de rencontres qu'on fait, et d'une éducation aussi qui était à la base de ça, avec des valeurs fortes. Moi, j'ai grandi en Alsace. Ça fait donc 20 ans qu'on est en Bretagne avec mon épouse, mais présenté comme un entrepreneur breton. Vous n'êtes pas breton, mais vous êtes adopté. Alors, les Bretons nous appellent avec mon épouse les Alsaciens, et en Alsace, on nous appelle désormais les Bretons. Donc, je sais plus où j'habite vraiment, mais en tout cas, je pense qu'il y a des valeurs profondes alsaciennes en l'occurrence, très fortes, catholiques en l'occurrence à ce moment-là, et sur les notions de partage notamment, et puis la vie faisant, on rencontre des gens et on est plus ou moins à l'aise avec les uns ou les autres. Et je pense que j'ai toujours été plus à l'aise avec des communautés de partage que des communautés trop basées sur l'argent, basées sur ce genre de choses. Oui, mais ça me. C'est pas votre truc. C'est pas vraiment mon truc. Non. Et c'est partagé avec votre épouse? C'est partagé avec mon épouse. Ah oui. Et par un réseau qui vous est propre? On est absolument en ligne. On est très très impliqué dans un mouvement qui s'appelle la frugalité heureuse et créative. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Déjà, oui. Qui a été créé notamment par Philippe Madec, qui est un grand architecte basé sur Rennes. Et donc nous on s'inscrit dans ce mouvement qui est un mouvement donc de la frugalité et du partage. Et concrètement, dans la joie. Oui, dans la joie. Et dans concrètement, ça se traduit? Alors, ça se traduit par une recherche alors, j'aime pas trop le terme, mais je vais l'employer quand même, de l'efficacité,
en termes de, par exemple, de structure, si là on parle vraiment purement de mécanique, mais c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moins. Philippe Madec parle souvent, au lieu de parler d'aménagement du territoire, il parle de ménagement du territoire. C'est joli. Et je pense que ça nous parle beaucoup en tout cas. Vous voyez, je me voyais pas nécessairement une société de charpente habituellement, elle construit des bâtiments. Mais des bâtiments, force est de constater qu'on en a déjà plein. D'ailleurs, le bâtiment est plutôt en crise. C'est la réhabilitation maintenant du bâtiment existant qui a plutôt le vent en poupe, ou en tout cas qui fait survivre les entreprises. Mais des bâtiments, on en a déjà beaucoup. Des logements vacants, on en a beaucoup. On peut loger tout le monde. C'est pas la question. La question, c'est la question du partage. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et à côté de ça, on a les agriculteurs sur lesquels, dont les terres sont grignotées petit à petit, dont les terres sont polluées à mesure que l'on avance dans le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de demain? Finalement, moi, je me sens plutôt à l'aise à construire non pas des bâtiments, mais des ombrières qui vont pas nécessairement prendre de l'empreinte sur un foncier, mais qui en plus vont, amener de la biodiversité supplémentaire et créer des bénéfices qu'on va appeler écosystémiques et des externalités positives lors des installations. Vous vous considérez comme un entrepreneur militant? Ah, mais clairement, oui. Oui, clairement. Ça, c'est indéniable. Mais alors, vous avez eu une vie avant Sinal-Lagma. À aucun moment, il n'y a de regrets, de nostalgie, d'avoir abandonné votre métier initial, puisque vous étiez dans l'industrie, je crois. J'étais dans l'industrie. J'ai travaillé à la fois dans l'industrie en Alsace de l'énergie et puis en Bretagne dans l'industrie de la santé. À chaque fois, je pense que j'ai apporté ma pierre à l'édifice, mettant au cœur des enjeux à la fois la sécurité des personnes et des produits. En l'occurrence, quand il s'agit de fabriquer des médicaments, c'est évident, mais toujours avec une dimension environnementale où on essaie de pousser le curseur. C'est pas nécessairement évident de le faire dans de grandes entreprises. Par contre, l'avantage qu'on a dans une grande entreprise, c'est qu'on a une puissance de feu, de déploiement qui est significativement supérieure à celle d'une jeune entreprise qui démarre avec un capital assez faible. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a une continuité d'une certaine manière. Et j'ai toujours été dans la transmission. Dans l'industrie pharmaceutique, je donnais des cours en master 2, de développement. Donc déjà, il y avait j'avais déjà ça, il y avait quelque chose j'adore faire ça. Qui était bien présent. J'adore faire ça. Notre radio, c'est la radio qui veut être la radio de la joie. Oui. C'est quoi votre joie à vous, sur le fond, vraiment au plus profond de vous-même? C'est difficile, hein. C'est pas en 2 minutes qu'on peut régler ça. Non, mais alors la joie la plus intense depuis 2 ans, c'est mon fils. C'est clair. C'est d'avoir pu créer une famille. C'est bien plus fort encore que la joie de créer une entreprise. Une entreprise, c'est très bien, mais de pouvoir fonder une famille, c'est fantastique. Bah là, on est aux plus grandes sources de la transmission, quoi. Exactement. Donc là, au-delà de transmettre ses gènes, on transmet des valeurs. Et on a un petit bout d'âme qui se développe et on en est tellement heureux. Voilà. Parfait, super. Eh ben, écoutez, merci infiniment Vincent Bechtel d'être venu partager votre parcours, vos réalisations, mais aussi, on l'a vu, vos ambitions pour notre planète. Merci pour votre action, mais aussi pour l'exemple et l'espoir que vous donnez. On voit qu'on peut transformer notre environnement et Sinal-Lagma y participe. Alors nous lui souhaitons et nous vous souhaitons, et ainsi qu'à votre fils et à votre épouse, eh bien, longue vie. Merci François.